Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire sur la protection de la personne dans le mandat de protection future que je vais animer. Donc, je m'appelle Mélanie Parnot, je suis avocate et présidente de la structure Droit Quotidien qui porte un projet qui s'appelle Alix Care Senior qui est autour du sujet du mandat de protection future et aussi présente sur ce webinaire Élodie Lopez-Arnon qui est juriste au sein de Droit Quotidien Egaltech. Juste pour vous présenter très rapidement notre structure, nous sommes une filiale d'un groupe qui s'appelle Droit Quotidien et qui, depuis 28 ans, facilite l'accès au droit au profit des citoyens. Et donc, effectivement, nous sommes une des filiales qui a pour mission d'améliorer l'accès au droit en France et plus spécifiquement auprès des personnes âgées, puisque nous sommes sur le sujet du mandat de protection future. Donc, ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes va concerner donc le sujet de la protection de la personne dans le mandat de protection future. Dans un premier temps, on va aborder la protection, la notion de protection de la personne en droit français, pour ensuite, dans un second temps, aborder la protection de l'autonomie de la personne dans le mandat de protection future, qui est vraiment le sujet central en matière de mandat de protection future sur le sujet de la protection de la personne et les limites à cette autonomie. Donc, si vous êtes d'accord, je vais commencer le webinaire sur la question de la notion, la définition de protection de la personne en droit français. C'est vrai que c'est un sujet, quand on lit les trames de mandat de protection future existants, on voit que la question de la protection de la personne est assez peu développée et en tout cas est très centrée sur le sujet de la santé uniquement, mais en réalité, la question de la protection de la personne, elle est beaucoup plus large, même si elle inclut effectivement la notion de santé. Elle va s'appuyer sur à la fois des éléments civils que l'on va retrouver dans le Code civil et aussi dans la Déclaration des droits de l'homme, avec du coup la protection du corps humain, la protection de la dignité, la protection de la liberté et la protection de la vie privée. Donc ce sont des éléments qui sont relativement larges et qu'il va falloir retrouver dans le mandat de protection future pour vraiment embrasser tout ce sujet de la protection de la personne. À cela s'ajoutent bien évidemment tous les sujets relatifs à la santé qu'on va trouver dans le Code de la santé publique qui va concerner la protection du droit à l'information sur son état de santé et en fonction de son état de santé et son droit de décider pour voilà, tout ce qui va être décision médicale. Donc, c'est des informations que là, on a dans le Code de la santé publique, mais qu'il va falloir retrouver dans le mandat de protection future pour être vraiment complet dans la manière dont on protège la personne. Sur la partie droit à l'information médicale, effectivement, on peut apporter des précisions sur le fait que c'est tout type de professionnel de santé qui est concerné par cette obligation d'informer la personne, que cette information va concerner toutes les démarches possibles en lien avec le soin dont la personne peut bénéficier et enfin de pouvoir être informée sur les conséquences d'un refus de soins, sachant qu'une personne peut aussi choisir, ça fait partie de son droit, de rester dans l'ignorance de son diagnostic, sauf si cela présenterait un risque de transmission à des tiers. Et enfin, une fois qu'on a eu l'information, il faut pouvoir consentir aux soins. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit, c'est le droit d'accepter ou de refuser les soins, ce qui ne fait pas perdre le droit au suivi médical. Le devoir aussi de respecter la décision de la personne par le corps médical en cas de refus de soins. Et enfin, euh, sauf urgence, on ne peut pas dispenser de soins à une personne qui ne peut pas exprimer sa volonté. Et si effectivement cette personne ne peut plus exprimer sa volonté, la personne de confiance ou la famille va pouvoir exprimer la volonté du patient qui est hors d'état de consentir aux soins. Et bien évidemment, quand on a une mesure de protection, eh bien, ça inclut aussi la personne chargée de la protection de la personne.
une fois qu'on a vu la partie civile et la partie médicale, eh bien, il y a la partie citoyenne. Il faut savoir qu'un des droits de la personne, de la protection de la personne, ben, c'est ce droit d'être citoyen, de voter dans nos élections publiques et de éventuellement pouvoir donner procuration. Donc ça, ce sont toutes les dimensions qui sont compris dans la notion de protection de la personne, que ce soit civile, médicale ou citoyenne. Maintenant qu'on a vu cette notion de la protection de la personne, on va s'intéresser à comment le mandat de protection future va assurer la protection de la personne. Et en réalité, une des notions phares de la protection de la personne dans le mandat de protection future, c'est la protection de l'autonomie. Alors, ce n'est pas que dans le mandat de protection future, mais cette autonomie est encore davantage protégée dans le mandat de protection future que dans les autres mesures de protection. Alors, au fil de ce webinaire, on va aborder les notions concernant le mandat de protection future et on va voir comment nous les avons transcrites dans notre trame de mandat de protection future. Alors, pour que vous y voyez un petit peu plus clair, je vous ai mis ici le plan de notre trame type de mandat de protection future qui, en gros, est organisé de manière chronologique. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir les éléments qui concernent voilà, les éléments principaux concernant le mandat, ce qui se passe avant activation du mandat, qu'est-ce qui se passe pour que le mandat soit activé. Ensuite, en quatrième partie, on évoque évidemment voilà, toutes les missions, le déroulement du mandat de protection future en cas d'activation du mandat, avec notamment, bien évidemment, la partie qui va concerner les missions de protection de la personne. Et après, vous avez toute la partie sur la fin, et après la fin, et enfin le consentement relatif au mandat. Donc, les parties qui vont véritablement nous intéresser sont les parties qui concernent à la fois l'introduction, la partie sur l'activation, et enfin la partie après activation du mandat sur la protection de la personne et le quotidien. C'est un élément important aussi, le quotidien du mandant. Alors, effectivement, comme je vous le disais, si on s'attaque à la question de la protection dans le cadre d'une mesure de protection, ce que promeut le Code civil, c'est l'autonomie de la personne protégée. Ça ne concerne pas que le mandat de protection future, puisque c'est dans l'article 415 du Code civil qui se trouve dans la partie disposition générale sur les mesures de protection dans le Code civil. Et donc, ce qui est clairement affirmé, c'est la nécessité de respecter les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de la personne, et aussi de favoriser son autonomie. Alors, sur la notion de liberté, droits fondamentaux et dignité, en fait, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est de pouvoir respecter l'identité de la personne, qu'on puisse respecter ses volontés, la personne elle-même et ses droits. Donc cette notion voilà, d'autonomie est vraiment centrale et elle est encore davantage dans le cas du mandat de protection future. Alors évidemment, on ne peut pas mettre en place une mesure de protection sans bonne raison. Il va falloir que pour qu'une mesure de protection soit mise en place, on respecte effectivement les conditions, à savoir qu'il y ait une altération qui soit confirmée par médecin des facultés mentales ou corporelles qui empêche l'expression de la volonté. Alors ça ne concerne pas spécifiquement la protection de la personne, mais c'est, on va dire, un postulat de base qui va avoir à l'esprit dans l'idée de la mise en place de la mesure de protection. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le cadre du mandat de protection future, puisque dans notre trame, on va évoquer les conditions dans lesquelles le mandat va être activé, aussi bien en introduction dans le plan que dans la partie relative à l'activation. Alors, ceci étant posé, pour revenir sur le sujet de l'autonomie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sous mesure de protection et notamment sous mandat de protection future, la personne protégée va prendre un certain nombre de décisions seule tant que son état de santé va le lui permettre. Et c'est notamment le cas relatif au choix de son lieu de vie, de ses relations avec les tiers et de sa personne, donc concernant sa santé. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel parce que souvent, dans les trames de mandat de protection future qu'on a pu lire, on a constaté que
on va dire, le droit pour la personne de continuer à exprimer ses choix est souvent oublié. Donc, c'est très important d'avoir à l'esprit que le grand principe, même quand le mandat de protection future est activé, c'est que c'est la personne elle-même, si elle le peut encore, qui va choisir l'essentiel des éléments relatifs à sa personne, lieu de vie, relations, santé. Donc ceci, on l'a clairement indiqué dans notre trame en ayant une partie qui va concerner la manière dont le quotidien de la personne protégée va se dérouler, en rappelant que la personne va pouvoir continuer à vivre sa vie comme elle le souhaite, évidemment dans la mesure du possible, et qu'elle pourra continuer à avoir ses activités habituelles, à entretenir des relations avec ses proches et à pouvoir faire certaines choses seule ou en étant aidée. Et du coup, et notamment à pouvoir continuer à voter aux élections citoyennes, avec la possibilité éventuellement, au cas par cas, ponctuellement, de donner procuration à une personne de son choix. Donc ça, c'est vraiment très important de l'avoir à l'esprit, parce que voilà, c'est très important de pouvoir indiquer ce type de mention dans les trames de mandat, parce que ça permet de rassurer à chaque fois, d'une part, la personne qui donne mandat, mais aussi ça va permettre au mandataire de se rendre compte qu'il va devoir aussi continuer à accompagner la personne dans l'expression de ses choix. Donc, on va trouver également, dans la partie sur la protection de la personne, un rappel du fait que, le mandant, eh bien, il peut toujours prendre des décisions si c'est encore possible compte tenu de son état de santé, sur sa santé et cetera. Et on va avoir, en plus une annexe qui va compléter le mandat de protection future, qui va reprendre les textes des articles 457.1 à 459.2 du Code civil, qui normalement sont des articles qui ne concernent que la curatelle et la tutelle, mais il y a un des articles sur le mandat de protection future renvoie vers ces articles concernant la protection de la personne. Donc ce sont vraiment les articles clés qu'il faut avoir à l'esprit quand on s'attelle à vouloir respecter la protection de la personne. C'est la raison pour laquelle ces articles, eh bien, nous les avons mis en annexe de nos trames de mandat de protection future, tout en les ayant expliqués, parce que ce sont quand même des articles qui sont difficilement lisibles. Et donc, on a mis en annexe tous les articles. Donc là, par exemple, l'article 459.2 qui rappelle que effectivement, la personne protégée choisit toujours librement son lieu de vie, ses relations, etc. Et qu'en cas de difficulté, eh bien, on va avoir recours au juge des tutelles. Donc, ça permet à la fois d'avoir le texte, mais en même temps de pouvoir le comprendre tout en n'alourdissant pas le mandat de protection future, et donc en renvoyant à cette annexe 1 qui rappelle cela. Au-delà de l'autonomie, il y a ce grand principe qui a été prévu par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui s'applique aux personnes qui sont sous mesure de protection, qui prévoit le fait de respecter la volonté et les préférences de la personne protégée. Donc, ce qu'on a pu voir dans pas mal de trames de mandat, c'est que pour cela, pour respecter ce principe de respect des volontés et des préférences, il est prévu dans certaines trames des précisions sur ce que souhaiterait la personne en cas de mise en œuvre du mandat de protection future. Ça pose cette pratique qui consiste à rajouter ces informations personnelles dans le mandat de protection future pose une difficulté puisque cela va conduire à ne pas respecter la vie privée de la personne. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment rentrer dans quelque chose qui est assez précis et utile, vous allez devoir mettre des informations qui peuvent être attentatoires à la vie privée. Et comme c'est bien indiqué, parmi la protection de la personne, il y a aussi la nécessaire protection de la vie privée de la personne. Donc, arriver à vouloir mettre dans le mandat de protection future tout un tas d'informations relatives à la vie privée, à l'intimité de la personne pour effectivement se conformer à cette idée qu'il faut respecter la volonté et les préférences, ben, ce n'est pas la bonne solution. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu des levées de boucliers de la part de personnes qui souhaitaient rédiger leur mandat de protection future. Au départ, on les invitait à mettre en annexe de leur mandat pas mal d'informations sur leur vie privée et ils ont refusé et nous ont demandé de mettre en place un système de coffre-fort de volonté. Donc, on a pris en compte cette demande qui est revenue à plusieurs reprises et on a prévu dans notre trame de mandat un dispositif qui prévoit qu'il y aura un coffre-fort de volonté et que le mandataire devra
donc que ces volontés resteront confidentielles tant que le mandat de protection future ne sera pas activé, mais qu'en cas d'activation, il sera permis au mandataire d'accéder à ces informations qu'il pourra donc prendre en compte pour exercer son mandat. Et l'idée, c'est de permettre au mandant de pouvoir, une fois qu'il a signé son mandat de protection future, actualiser régulièrement ces informations qui restent confidentielles et les signer de façon à ce qu'elles constituent un acte unilatéral d'expression de volonté ayant vraiment valeur probante. Donc c'est ce dispositif que nous, on a imaginé pour à la fois combiner le principe de respect des volontés et des préférences et le principe de respect de la vie privée. Donc on a mis en place en parallèle de notre trame une plateforme qui s'appelle Alix Accompagne et qui va contenir un certain nombre de questionnaires que la personne va pouvoir compléter à la fois une fois qu'elle a rédigé son mandat, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard, elle va pouvoir y retourner, remplir les questionnaires, signer le PDF qui est généré automatiquement à partir des réponses aux questions et ces informations qui vont couvrir vraiment tous les domaines et qui permettent aussi, notamment sur les habitudes de vie, d'aller vraiment dans le détail de ce que la personne souhaite exprimer à ce sujet, eh bien, ça va permettre au mandataire d'y avoir accès très rapidement et de pouvoir exercer sa mission vraiment dans le respect des volontés et préférences. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on a exprimé en amont les volontés et préférences qu'il n'y a plus lieu de savoir quelles sont les volontés et préférences de la personne une fois que le mandat est activé. Il faut, malgré tout, même une fois que le mandat est activé, on peut s'appuyer sur ces informations, mais il va quand même falloir continuer à interroger la personne et à lui donner toutes les informations parce qu'elle doit participer aux décisions qui sont prises pour elle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir l'informer sur les actes qui sont envisagés pour sa situation personnelle, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences en cas de refus de la personne. Si elle ne souhaite pas que ces décisions, enfin voilà, si elle ne souhaite pas qu'une décision soit prise pour elle. Donc ces informations doivent être fournies à la personne de manière adaptée pour qu'elle puisse les prendre en compte, compte tenu de son état de santé. Cette partie-là a également été prise en compte dans notre trame. On va à la fois reproduire tout bêtement l'article 457.1 qui correspond à ce sujet d'accès aux informations donc dans l'annexe 1, mais également dans la trame de mandat, on rappelle bien que le mandataire doit aider la personne à prendre les décisions en lui mettant à disposition toutes les informations, explications nécessaires. Et en rappelant évidemment la présence de l'annexe 1 avec la reproduction des articles 457.1 à 459.2 qui sont les articles centraux sur le sujet de la protection de la personne. Alors, au-delà des décisions que la personne peut prendre seule en étant accompagnée ou en étant représentée, il y a des dispositions, tout ce qui va concerner en réalité la vie de famille de la personne va relever des actes qu'on appelle des actes personnels, donc strictement personnels, pour laquelle la personne ne peut pas être représentée. Ça concerne notamment la déclaration de naissance, les actes sur l'autorité parentale et le consentement à l'adoption, qui sont vraiment des actes très personnels. On va retrouver ces informations, encore une fois, dans le mandat de protection future, aussi bien dans le contenu qu'en annexe, puisqu'il y a une reproduction de l'article 458 avec une explication qui rappelle bien tous les actes qui sont strictement personnels et que le mandataire ne pourra jamais faire concernant le mandat de protection, dans le cadre du mandat de protection future à la place du mandant. Une fois qu'on a vu la partie, on va dire, exercice de l'autorité parentale, adoption, il y a aussi la partie couple dans les relations familiales. Et là, encore une fois, on a vraiment un respect important de l'autonomie du mandant, puisque, contrairement à la tutelle, le mandataire de protection future, il n'aura pas à être informé du projet de mariage et il ne pourra pas s'opposer au projet de mariage, puisque les articles 460 du Code civil et 175 du Code civil ne concernent pas le mandat de protection future. Ils ne s'appliquent pas. Et ce sont ces articles-là qui prévoyaient cette possibilité pour le tuteur. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une autonomie beaucoup plus importante. Et parallèlement,
le mandataire de protection future, il pourra effectivement assister son mandant pour signer les conventions de Pacs et il pourra représenter son mandant, cette fois-ci, pour signer le contrat de mariage, puisque là, on est sur des actes de nature patrimoniaux. C'est la raison pour laquelle le mandataire peut intervenir. Mais la décision de me marier et la décision de me mettre en Pacs sont des décisions qui sont aussi strictement personnelles. C'est ce qu'en pense la doctrine, puisque ça relève vraiment de l'intimité de ses choix personnels. Et c'est exactement de manière parallèle la même chose pour le divorce. Eh bien, on ne va pas pouvoir rompre le Pacs ou la décision, en fait, le principe de rupture du divorce ou de rupture du Pacs appartient uniquement à la personne protégée, au mandataire. Le mandant, le mandataire ne pourra pas décider seul d'engager une procédure en divorce. Il ne pourra pas décider seul de rompre le Pacs. En revanche, il pourra effectivement assister administrativement pour la réalisation effectivement de ces formalités. C'est-à-dire qu'en matière de divorce, le mandataire représentera le mandant à l'instance de divorce et il fera la signification nécessaire pour la rupture du Pacs. Mais il va falloir laisser, ce sera uniquement la personne protégée qui pourra elle-même exprimer cette volonté. Alors d'un point de vue pratique, l'expression de cette volonté se fera généralement au travers de l'intervention d'un médecin inscrit sur la liste qui va s'assurer que c'est effectivement la volonté de la personne, qu'elle a vraiment toutes les étapes de la capacité à décider pour prendre cette décision de rupture, soit du mariage, soit du Pacs. Parallèlement, il faut savoir que la personne protégée ne pourra pas divorcer par consentement mutuel, elle pourra accepter le principe du divorce. Donc, ça veut dire qu'elle pourra divorcer par l'intermédiaire uniquement de l'intervention d'un juge. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'aller devant le juge aux affaires familiales si la personne est sous mandat de protection future activé pour réaliser la procédure de divorce. Il n'est pas possible de faire une procédure de divorce sans intervention du juge. Donc voici pour la partie concernant la famille. Et au-delà donc de cette autonomie, de cette grande autonomie qui est laissée et qui participe vraiment de cet état d'esprit de protection de la personne, il y a bien évidemment des limites, c'est-à-dire qu'on va protéger aussi la personne en limitant son autonomie également dans le mandat de protection future. Parmi les sujets qui vont nécessiter, qui vont amener une limite, ça va être le cas où effectivement la personne soit ne peut plus du tout décider, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de capacité du tout d'expression de la moindre volonté, ou bien s'il y a un désaccord, c'est-à-dire que si sur une décision, le mandataire n'est pas d'accord avec ce que souhaite le mandant, ou si le mandant n'est pas d'accord, enfin dans les deux sens, il va falloir saisir le juge des tutelles qui va du coup autoriser le protecteur à représenter pour un acte qui porterait atteinte à la vie privée, atteinte au corps, ou bien qui concernerait le choix de vie ou les relations du mandant. Donc on peut donner comme exemple le cas où le mandant souhaiterait continuer à entretenir des relations avec un de ses enfants, mais que cet enfant soit maltraitant. À ce moment-là, le protecteur, le mandataire de protection future, pourrait saisir le juge des tutelles pour interdire que le mandant continue à entretenir des relations avec cet enfant qui porte atteinte à son équilibre mental. Les autres limites concernant l'autonomie vont être les limites liées à l'atteinte au corps et les limites à l'atteinte à la vie privée. On prend l'exemple d'une nécessité thérapeutique. Alors, ce n'est pas l'exemple, mais en gros, on va pouvoir avoir une atteinte au corps pour nécessité thérapeutique et urgence médicale, et une atteinte à la vie privée pour cause d'urgence ou mettre fin à un danger. Alors, pour l'atteinte à la vie privée, on imagine, donc on a reproduit évidemment ces informations dans le mandat de protection future, et également on fait référence
à l'article 459 dans l'annexe. Et on donne comme exemple le fait que on peut avoir une autorisation de diffuser une photo dans la presse, par exemple. C'est une atteinte à la vie privée, mais ça peut avoir tout à fait son sens si, par exemple, on est à la recherche. Donc, c'est là, pour le coup, ce serait pour mettre fin à un danger et retrouver la personne qui a disparu, le mandant qui aurait disparu. Voilà, donc ça va permettre effectivement de porter atteinte à la vie privée et au corps, mais c'est vraiment une exception. Donc ça veut dire que ce n'est que dans des cas vraiment extrêmes qu'on va pouvoir apporter limité à l'autonomie de la personne, que ce soit pour des cas d'urgence ou effectivement dans des cas de désaccord qui nécessitent donc l'intervention du juge des tutelles. Donc en fait, pour conclure, puisqu'on arrive quasiment au terme de ce webinaire, en fait, nous, on propose un dispositif qui s'appelle Alix Accompagne, qui permet à la fois d'aider à la génération d'un mandat de protection future de grande qualité, d'exprimer aussi ses volontés au travers de ce coffre-fort de volonté, et qui, en cas d'activation, on a des juristes qui sont là pour répondre à toutes les questions que peut se poser le mandataire au stade de l'exercice du mandat. Donc, en fait, c'est ce dispositif qui va venir à la fois générer un mandat tel que je vous ai présenté des extraits lors de ce webinaire, mais qui va aussi permettre d'assurer une personnalisation la plus importante du mandat de protection future en complétant par ses volontés exprimées au fil de l'eau. Élodie, tu peux faire peut-être une synthèse des questions posées. Bon, alors, il y avait une question principalement sur le fait d'avoir 2 mandants dans le cadre d'un mandat au profit d'un enfant handicapé. Donc, c'est un mandat de protection future pour autrui et qui, dans ce cas-là, concernera uniquement le devenir de l'enfant et non pas celui des mandants. Et j'étais en train de réfléchir à la seconde question qui est dans un mandat de protection future, le mandataire peut-il vivre à l'étranger, ne pas parler français, ne pas signer l'acte lors de son établissement? J'ai envie de dire non, mais j'ai pas trouvé le fondement. Enfin, c'est surtout sur la signature que ça me pose un Alors, en souci. fait, effectivement, il devra forcément signer l'acte. Voilà. Alors, forcément, il faudra qu'il signe le mandat de protection future à l'origine. Alors, que ce soit simultanément ou avec, on va dire, un décalage, ça peut ne pas être au même endroit ni au même moment, mais en tout cas, pour que le mandat puisse être complètement, pour qu'il existe totalement, il faut absolument qu'il soit signé à l'origine. Et après, de savoir s'il peut. Alors, le mandataire de protection future, en fait, il n'y a aucune règle qui interdirait qu'il vive à l'étranger. Dans l'absolu, il peut tout à fait vivre à l'étranger et être désigné mandataire de protection future. Le fait de ne pas parler français non plus il n'y a pas de règle là-dessus. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il est censé exercer en France, ça veut dire que le mandant il demeure en France, parce que pour que vous puissiez l'activer, il va quand même falloir que la personne soit en France. Alors, on va faire un webinaire sur les mandataires de protection future à internationaux, certainement en octobre, en novembre, en décembre. On n'a pas encore calé les dates. Donc, quand il y a des éléments d'extranéité, voilà, ça induit, on va dire, des conséquences judiciaires, enfin des conséquences de mise en œuvre. Après, très honnêtement, il n'y a pas d'interdiction. Donc, rien n'interdit à la personne de ne pas parler français, mais sa mise en œuvre risque d'être difficile. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'une personne s'oppose. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur le bon sens, mais c'est surtout qu'il y a un très gros risque de révocation du mandat de protection future par le juge des tutelles, parce que si le juge des tutelles met en évidence, enfin, s'il est mis en évidence par tout intéressé, parce que toute personne peut finalement informer le juge des tutelles que la mise en œuvre du mandat est quasiment impossible parce que la personne ne parle pas la langue française et donc ne peut correctement représenter la personne en France, il y a toutes les chances pour que le juge des tutelles révoque ce mandat, et donc il faudrait, au stade de la rédaction du mandat, c'est clair qu'il faudra que les notaires ont tout intérêt à dire
que ce n'est pas raisonnable, qu'on peut éventuellement, dans ce cas-là, peut-être désigner 2 personnes. Une personne qui, voilà, le mandataire qui était choisi au départ, mais aussi un second mandataire qui, lui, parlerait français pour assurer finalement à ce mandat de protection future une mise en œuvre réaliste, quoi. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que, bon, il n'y a pas de règle, mais d'un point de vue pratique, ça ne paraît pas évident. Et en tout cas, voilà, ce serait un mandat qui serait très fragile et qui pourrait être révoqué assez facilement par un juge des tutelles. Voilà, donc nous en avons terminé pour ce webinaire d'aujourd'hui. J'espère que les informations que nous avons pu vous donner aujourd'hui vous seront utiles. Et c'est vrai qu'en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que il est vraiment essentiel de donner beaucoup plus de place à la protection de la personne et à l'autonomie de la volonté du mandant dans les mandats de protection future, parce que souvent, on ne parle pas, nous, dans les trames qu'on a pu lire, il est très peu parlé de cette autonomie du mandant qui est conservée lors de l'activation du mandat pour ce qui est de la protection de sa personne. Et donc, ça nous paraît essentiel de l'avoir à l'esprit lors de la rédaction du mandat de protection future, de ne pas oublier cette place essentielle d'autonomie pour les décisions personnelles. Je vous remercie. J'espère que voilà, vous serez présents pour les prochains webinaires et je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bel été. Merci beaucoup.